Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler de plein de choses. Je vais d'abord commenter l'actualité avec les taux d'intérêt, la Banque centrale, la Fed, tout ça. On va ensuite parler des secteurs d'activité des entreprises sur lesquels on peut investir. Je vais aussi donner mon avis sur les meilleurs secteurs d'investissement et les pires. Un petit mot sur le pétrole avant de commenter les résultats d'LVMH et de L'Oréal. On va ensuite réagir à quelques images que j'ai trouvées sur Twitter avant de, avant de parler de courtier, vu que un de mes amis m'a demandé de parler de courtier. Donc on commence par les taux d'intérêt. Donc hier, le jeudi, la Banque centrale européenne, la BCE, a abaissé pour la 7e fois les taux d'intérêt de dépôt. Donc je pourrais vous expliquer tout ça dans le détail, pourquoi on baisse les taux d'intérêt, pourquoi ci, pourquoi ça, quel est le lien des taux d'intérêt avec l'inflation, dans une autre vidéo, que je vais pouvoir faire ce week-end d'ailleurs. Sinon, retenez que quand l'économie est inflationniste, on élève les taux d'intérêt pour freiner l'économie. Les taux d'intérêt, c'est comme un frein. Quand on les baisse, c'est pour faire repartir l'économie et l'aider à repartir. Donc là, c'est ce que vous devez retenir. Comment? Je vais vous l'expliquer plus tard. Enfin, plus tard dans une autre vidéo. Donc, vu qu'on n'a pas de croissance et que tout est mou, beaucoup d'impôts, la démographie vieillissante, tout ça, on a besoin de taux d'intérêt plus bas. Sachant qu'on vient de haut, on était à 4 et quelque chose il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait beaucoup d'inflation après le Covid. Donc, les taux d'intérêt ont été abaissés pour la 7e fois consécutive pour aider l'économie à redémarrer en Europe. Ok. Sauf que, normalement, quand on baisse les taux d'intérêt, ça, c'est pas favorable à la monnaie de cette zone. Quand on baisse les taux d'intérêt, normalement, la monnaie est moins chère. Enfin, la monnaie s'affaiblit parce que la devise devient moins chère. Les taux d'intérêt, vous savez très bien que c'est un rapport avec le crédit. Et du coup, avec des taux d'intérêt moindres, on peut se permettre d'emprunter plus, ce qui donne une certaine offre sur la monnaie. Donc l'offre est plus abondante. Donc la valeur baisse. Par contre, ça c'est l'euro-dollar. L'euro-dollar ne cesse de monter. L'euro-dollar ne cesse de monter alors que l'euro normalement devrait baisser parce que les taux d'intérêt sont en train d'être affaiblis. On se demande pourquoi. Ça c'est pas des mécanismes naturels. Mais on va voir pourquoi. De l'autre côté, les taux d'intérêt aux États-Unis ont aussi été abaissés en 2024. Là, ils sont maintenus à 4,5%. Donc 2,25, voire exactement le double de nos taux à nous. Pourquoi? Parce que l'inflation a été plus sévère aux États-Unis. Et en plus, il y a des risques qu'elle reparte. Parce que la croissance est existante aux États-Unis. Prévu 3%, mais là, ils redescendent avec les tarifs de Trump et tout. L'inflation est aussi revue à la hausse avec tout ce qu'il fait là-bas. Donc, le président de la Banque centrale américaine, Jérôme Powell, dit que non, je ne vais pas baisser les taux, on n'en a pas besoin. Sauf que avec des taux hauts, 4,5 c'est pas très haut, mais 4,5 c'est quand même conséquent. Bah, ça c'est le taux de la banque centrale. Les banques, elles vont te permettre d'emprunter à 6 par exemple, avec leur petite marge. Donc il y a des effets qui en découlent sur l'économie et ça agit plutôt comme un frein. Mais ça permet de contrer l'inflation. Donc Trump n'est pas content. Il dit l'ECB, European Central Bank, va redescendre ses taux d'intérêt, alors que M. Powell, toujours trop tard, toujours dans l'erreur, il dit que l'inflation va repartir parce qu'il a sorti un rapport. Il dit what a mess, complete mess. Donc il dit regardez le pétrole il est plus bas, le prix des courses, même les œufs sont plus bas. On est en train de s'enrichir sur les tarifs douaniers. Franchement, ça devrait être baissé. J'espère que le mandat de Powell va vite se terminer. Donc là, il râle, alors qu'il n'a pas du tout raison parce que rich on tariffs, c'est pas vrai. Ils s'enrichissent pas sur les tarifs. Ils sont en train, certes, d'accumuler certaines sommes par des collectes sur les commandes qui ont déjà été faites, mais maintenant les commandes sont en train d'être massivement baissées. Le prix du pétrole n'est pas descendu parce que Trump l'a voulu, mais il est descendu parce que le prix du pétrole, on dit en jargon price, c'est-à-dire il est en train de prévisionner un prix tel que le prix d'une récession, c'est-à-dire l'arrêt économique. Donc le prix du pétrole a baissé pour des mauvaises raisons. Le prix des œufs a baissé aussi parce qu'ils ont arrêté de tuer des poulets malades, parce qu'ils avaient la grippe aviaire chez eux. Donc tout ça, ce sont des phénomènes techniques qui ne sont pas d'un ordre macroéconomique qui va dans le sens de Trump. C'est pour ça qu'il râle, et c'est pour ça que suite à ce qu'il fait, normalement, si les taux ne baissent pas, il va se retrouver dans une récession et dans une difficulté économique qu'il ne veut pas assumer. Par contre, de l'autre côté du monde, on a le Japon, BOJ, Bank of Japan.
BOJ, depuis 2016, je vous ai trouvé ce graphique, depuis 2016, ils étaient à zéro, puis à des taux négatifs, messieurs. Négatifs. Donc, leur taux de base était moins 10, moins 0,10%. Et là, récemment, ils l'ont augmenté de façon massive. C'est pour ça que le yen commence à prendre de la force par rapport au dollar. Sauf que c'est quoi massif chez eux? C'est 0,5. Donc, comme je vous ai dit, la Banque centrale doit abaisser ses taux pour soutenir la croissance. Sauf qu'au Japon, c'est un pays très très vieux démographiquement. C'est un pays où le prix n'a pas du tout bougé depuis des années. Quelqu'un qui achète une maison les années 2000 et aujourd'hui, bah, c'est le même prix, voire moins. Donc ils ont subi un phénomène déflationniste dans leur économie. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, comme ça je vous fais tout ça dans une autre vidéo. Bref, le carry trade que je vous expliquais à chaque fois, emprunter en yens, investir en dollars, ou sur Google par exemple, bah, c'est exactement ça. Ici, tu étais payé pour emprunter, c'est-à-dire que tu empruntes 100, tu rembourses 90. Et qu'est-ce que tu faisais avec ces 100? Bah, tu venais l'investir dans des obligations d'État, à 4,5, 5%. Bénéf. Sauf que plus là ça augmente, plus tu as des appels de marge parce que tu es sur endetté, et les appels de marge te forcent à vendre tes positions et faire écrouler le marché. Donc ça c'était le petit point info. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet très technique. Donc voilà. Maintenant on passe à la deuxième section, les 11 secteurs en bourse. Donc ce petit schéma j'ai trouvé et il est pertinent. Il y a plein de secteurs sur lesquels on peut investir en bourse. Vous avez les matières premières, donc tout ce qui est mine, tout ce qui est gaz, tout ce qui est charbon, tout ça. On a l'industrie, donc la construction, l'automatisation, l'usinage, les matières, comment dire, les machines-outils, tout ça. Donc du Vinci, du General Electric, on peut même mettre du Schneider Electric, etc. De la conso discrétionnaire. La conso discrétionnaire, c'est la consommation qu'on peut se permettre de ne pas faire, qu'on peut se permettre de couper si on veut. Bah, LVMH, par exemple, ils vendent des sacs Louis Vuitton, c'est de la conso discrétionnaire, mais type luxe. On va soit acheter le sac, soit ne pas acheter le sac. C'est pas un truc vital. On a du Nike, du Adidas, des jeux, tout ce qui est McDonald's un peu, parce que c'est devenu quelque chose de plus courant, mais comment dire, bah, des restaurants très étoilés, des choses comme ça. On a la consommation de base, c'est les services de base qu'on peut considérer comme des services qui sont vendus quoi qu'il arrive, dans n'importe quel cycle économique. On a, moi je parle tout le temps de L'Oréal, bah, L'Oréal c'est un investissement sur de la consommation de base. Les crèmes, les écrans solaires, le maquillage, les shampoings seront vendus quoi qu'il arrive, qu'il y ait une guerre, qu'il y ait une inflation, déflation, L'Oréal vendra. C'est presque de la santé ce qu'ils font. On a du Altria, Altria c'est les cigarettes, Nestlé c'est les poudres pour bébés, les yaourts, plein de choses. Et Pernod Ricard c'est l'alcool. Bah, les alcooliques boivent quoi qu'il arrive. Et les bars servent des produits Pernod Ricard. On a le secteur de la tech, donc que vous connaissez très bien, les semi-conducteurs dans le hardware, les services dans le software, et les sociétés plateformes qui, qui font le tout, comme Microsoft, Google, Amazon. On a du télécom, donc tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est télécommunication. C'est un mélange d'industrie et de médias. Donc là, on a du TF1, on a du Verizon, du AT&T, du Netflix. Netflix, on peut même mettre dans de la consommation discrétionnaire. Mais bon, on a aussi du Orange, du Bouygues, parce que Bouygues, il y a Bouygues Télécom dedans. On a aussi les services financiers, bah, tout ce qui est banque, assurance, tout ce qui est transactions financières. Euronext, par exemple, c'est la place de cotation de LVMH, Vinci, tout ça. Bah, Euronext, c'est une entreprise cotée en bourse elle-même. Et ça fait partie des services financiers. On peut citer aussi Amundi, BlackRock, Visa, Mastercard. On a aussi le secteur de la santé, bah, tout ce qui est pharma, tout ce qui est labo, biotech. Donc, vous connaissez Pfizer, Sanofi. United Healthcare, c'est une entreprise à mi-service financier, mi-santé. Parce que, ok, ils font de la santé. En gros, c'est une mutuelle. Mais c'est la plus grosse mutuelle du monde. Et cette mutuelle, bah, ils remboursent, c'est une assurance. Sauf que ils remboursent des médicaments, mais l'assurance, elle est gérée de façon financière. Ils collectent des primes et gèrent la différence entre les remboursements et la collecte. C'est comme du AXA, United Healthcare. Sauf que le métier de United Healthcare, c'est la santé. Donc, il faut faire attention avant d'analyser ces entreprises. Et d'ailleurs, hier, elle s'est pris moins 23%. Bref, service public, c'est les utilities en anglais. C'est les services qui ont des contrats avec l'État. Du Engie, fournisseur d'électricité, Veolia, tout ce qui est déchets, traitement des déchets, traitement de l'eau. Puis on a le secteur énergétique, donc tout ce qui est pétrole, tout ce qui est énergie nucléaire, tout ce qui est
énergie renouvelable, bref, secteur de l'énergie. Vous voyez, Total Energy, la favorite. On a de l'immobilier. Donc en bourse, l'immobilier, c'est surtout avec des REITs. REITs, c'est Real Estate Investment Trust. Le S en mode pluriel. Ces entreprises, c'est juste des foncières énormes cotées en bourse. Donc pas la peine de détailler, je pense que vous vous en foutez. Mais bon, il y a la plus importante d'entre elles, Realty Income, Digital Reality, Prologis, American Tower. Donc là, c'est les meilleurs secteurs. Parlons maintenant des secteurs à éviter. Donc tout d'abord, c'est les secteurs cycliques, c'est les secteurs qui sont très dépendants du cycle et des conditions économiques. Voyons voir. On commence par la santé, par exemple. La santé. Quoi qu'il arrive, niveau cycle économique, les médicaments vont se vendre. Il y a malheureusement des gens malades partout dans le monde. Donc, c'est un secteur qui traverse plutôt bien les cycles. Même chose pour la consommation de base. Si vous avez un bébé et si vous lui donnez du lait en poudre, ou si vous avez des enfants et que vous leur achetez des yaourts, ou si si vous buvez de l'alcool et vous êtes quelqu'un qui fréquente beaucoup les bars, ou vous êtes une jeune femme qui met des produits de beauté sur sa peau, des écrans solaires, ou que vous êtes fumeur, vous allez utiliser ces produits-là sur le long terme, quoi qu'il arrive. C'est des choses qui sont dans votre vie. L'industrie. L'industrie, on y reviendra. Prenons par exemple les services publics. Quand il fait mauvais, quand il y a de mauvaises conditions économiques, l'État ne peut pas se permettre de couper le traitement de l'eau, par exemple. Donc, Veolia aura toujours son contrat. La technologie. Quand l'économie ne va pas bien, votre entreprise a soit le choix entre virer des gens, soit le choix entre couper ses contrats avec des sociétés de services. Comme par exemple, si votre entreprise a des ordi, elle a des licences Microsoft pour Windows, soit elle va vous virer, soit elle va couper ces énormes contrats. Croyez-moi, elle préférera vous virer. Parce que sans les services technologiques, la plupart des entreprises ne fonctionnent pas. Donc Microsoft, Google, tout ça, ces entreprises qui traversent les cycles. Après, dans la tech, on a du hardware, des produits physiques comme du Nvidia Intel. Ça, c'est beaucoup plus cyclique parce qu'il bénéficie de structures carnet de commandes. Je l'ai expliqué dans la vidéo chaîne de valeur semi-conducteur. Il bénéficie de structures carnet de commandes. Et toutes ces commandes-là, c'est les CAPEX des sociétés, plateformes ou software. Donc, une fois que les sociétés plateformes font les commandes, Nvidia, Intel ont des grosses marges et des grosses commandes et des grands chiffres d'affaires. Par contre, après avoir produit tout ça, les entreprises, elles ne vont plus commander pendant un certain moment. Et c'est là le creux de cycle. Apple, on aurait pu le mettre dans de la consommation discrétionnaire parce qu'ils vendent des téléphones. Par contre, ils l'ont mis dans technologie parce que maintenant, il y a le segment service qui se développe. Donc, Apple, ça traverse les crises. Ils vendront toujours leurs trucs, ils vendront toujours leurs abonnements, leurs services de streaming. Ça va. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tous les secteurs, on a remarqué que la santé, ça traversait très bien les crises. Conso de base, très bien les crises. Technologie, très bien les crises. Si on parle de software. L'énergie, petit point d'interrogation, on va revenir dessus. Service public, ça traverse bien les crises. Service financier, bon, je vais pas faire du real suspense. Les pires secteurs sur lesquels investir sont d'abord le secteur financier. Parce que le secteur financier, c'est le secteur qui est le plus exposé à la santé économique de la zone. Quand les gens n'ont pas d'argent, ils vont être à découvert. Donc les banques vont avoir des profils bancaires plus bas. Elles vont avoir des recettes plus basses. Elles vont moins donner de crédit. Et en plus, les crédits seront à des taux bas parce que récession, baisse de taux d'intérêt. En plus, leurs fonds de réserve seront en obligation d'État. Les obligations vont bien baisser parce qu'en récession, crise politique, obligation d'État prend cher. Quel est le pire autre secteur? Le pire autre secteur, c'est l'immobilier. L'immobilier, si vous voulez faire de l'immobilier, faites-le en physique chez vous, vous-même, allez acheter des apparts, mettez-les en location ou revendez-les. En bourse, ça sert à rien, parce que acheter des parts d'actions de grosses foncières qui dépendent des taux d'intérêt, qui ont la plupart du temps une diversification lourde, comme sur de l'immobilier commercial, là, ça n'optimise pas vraiment les performances. Et d'ailleurs, l'immobilier, soit vous le faites à crédit, soit vous ne le faites pas. Sauf si vous voulez acheter votre maison principale, votre résidence principale. Parce que les rendements ne sont pas ouf. C'est l'augmentation des loyers, ça suit l'inflation en gros, c'est pas grand chose.
Autre secteur qui pue, la consommation discrétionnaire. Alors, dans la consommation discrétionnaire, il y a plutôt il y a deux catégories. Il y a la catégorie luxueuse et il y a la catégorie premium. La consommation discrétionnaire, soit on va acheter des cafés premium chez Starbucks ou des chaussures premium chez Adidas ou Nike, soit on va acheter des trucs de luxe qu'on peut pas se payer normalement, comme un stack Louis Vuitton, Birkin, des bijoux, des trucs comme ça. Bah, le luxe résiste parce que quelqu'un qui voulait s'acheter un sac Birkin ou Kelly, il va l'acheter. Qu'il y ait une guerre, qu'il y ait de l'inflation, lui, il a déjà 50 000 balles à claquer, donc il va la mettre quoi qu'il arrive. Par contre, quelqu'un qui est salarié et qui veut dépenser 200 euros sur Nike pour s'acheter des baskets, bah, quand ça ira mal économiquement, quand le loyer va augmenter et que les courses vont augmenter avec l'inflation, il va peut-être repousser pour plus tard son achat. Donc c'est un secteur qui passe très d'une façon pas bien les crises, voilà, d'une façon très pauvre les crises, voilà ce que je voulais dire. L'industrie, c'est un petit peu comme la technologie mais côté hardware. C'est un secteur qui c'est un secteur qui suit beaucoup les taux. C'est un secteur qui suit beaucoup les taux d'intérêt parce que c'est un secteur asset heavy. Donc on doit réinvestir beaucoup pour maintenir les systèmes. Par exemple, General Electric, ils ont des usines. Dans ces usines, le coût de fonctionnement, c'est à peu près la moitié des flux de trésorerie disponibles. Donc, quand ça coûte cher, si vous avez des dettes, une partie forte du flux de trésorerie disponible va aller rembourser la dette, ce qui va vous mettre limite dans le coût de fonctionnement, les capex, ce qui va vous laisser pas grand-chose pour les actionnaires. Mais si on sélectionne bien les entreprises, Vinci par exemple, ils ont 50% du bénéfice qui vient des concessions d'autoroute. Donc avec des grosses marges qui subissent pas ce que 3ème ou General Electric peut subir. Bouygues, c'est une société de construction, donc beaucoup dans l'immobilier, mais beaucoup dans l'industrie et des services industriels, et aussi dans les télécoms et les médias. Donc si on choisit comme il faut ces entreprises, pas de souci. Là, les matières premières, c'est des secteurs aussi où il faut sélectionner. Rio Tinto, par exemple, ils font d'extraction d'or, de charbon, de cuivre, de plein de choses. Ces matériaux-là, sur le long terme, leur coût s'apprécie parce que toutes les monnaies baissent. Par contre, ça suit un cycle. Le cuivre, quand il y a récession, quand l'économie va mal, le cuivre, le pétrole, l'argent, tout ça, ça baisse parce que c'est des matières utilisées dans l'industrie. Et l'industrie tourne moins, on a une économie moins forte. Donc, ce qu'ils sortent de terre vaut moins. Donc, le coût de production d'un tonne, par exemple, de cuivre, va beaucoup compter pour ces entreprises. S'ils ont un coût de production à 70 dollars la tonne et qu'ils vendent 100 dollars la tonne, 30 dollars, est-ce qu'ils pourront rembourser avec les frais de fonctionnement, la maintenance, les réinvestissements, les bénéfices, tout ça? À voir. Par contre, on a des entreprises très bien gérées comme Air Liquide qui savent gérer. C'est du gaz pour Air Liquide et de l'hydrogène. Donc eux, ils savent gérer, ils savent augmenter les prix, et des contrats très long terme. Eux, ils suivent pas le cycle parce qu'ils ne sont pas exposés à de la vente brute de matières premières ou à de l'industrie brute. Donc eux, c'est des contrats à long terme avec des hôpitaux, avec des groupes industriels, avec des groupes énergétiques comme Total. Ça traverse beaucoup mieux les cycles. Et puis, un des pires secteurs pour moi d'investissement, c'est le secteur des services publics. Même si j'ai dit que ça traversait très bien les récessions et les cycles économiques, leur principal défaut, c'est les contrats avec l'État. Justement, c'était un point fort tout à l'heure dans mon argumentation, mais là, il faut bien voir que les États avec lesquels ils font affaire ne sont pas des États très stables. On parle pas d'Afrique, hein, mais juste la France, si jamais la France vous avez vu un déficit public de 6%, si on s'aggrave et si l'État fait faillite ou s'il n'y a plus du tout possibilité d'emprunter, on va couper. On va nationaliser certaines tâches. Veolia va prendre cher directement. Pour Engie, l'État possède plus de 30% du capital de mémoire. Ok, le groupe est bien, mais il s'est trop fait influencer par l'État pour quitter le nucléaire, s'orienter vers les énergies renouvelables, suivre les normes européennes. Donc moi, ça me plaît pas. Donc pour résumer, les pires secteurs, selon moi, sont l'immobilier, les services publics, halte, les entreprises liées à l'État, la consommation discrétionnaire, et voilà. Donc les trois pires secteurs pour moi, l'immobilier, secteur discrétionnaire, services publics ou liés à l'État. Dans la consommation discrétionnaire, on retrouve aussi les voitures. Les voitures, c'est la pire chose. Le secteur automobile, c'est le pire. Il est à la fois
exposé au taux d'intérêt directement, parce qu'on achète sa voiture à crédit, mais aussi à des très faibles marges, avec une chaîne d'approvisionnement très longue et très dispersée et éclatée, mais aussi à des clients qui ne sont pas fidèles. C'est pas du luxe, c'est du premium. On s'achète une Peugeot. Si demain on trouve une Renault meilleure, bah, on n'est pas fidèle à la marque Peugeot, on va s'acheter une Renault. Si on trouve une Tesla au même prix, peut-être qu'on va aller chez la Tesla. Voilà. Donc c'est discrétionnaire, immobilier, entreprise liée à l'État, jeter à la poubelle. Jeter à la poubelle aussi les matières premières si l'entreprise n'est pas très qualitative. Maintenant, parlons du pétrole. Le pétrole, bah, je vous ai dit que ça n'arrêtait pas d'augmenter. La semaine dernière, c'était à 59,60. Là, ça a pris plus presque 10 dollars le baril. Et ça augmentera encore. Le prix naturel du pétrole est à peu près entre 75 et 80 dollars. C'est le prix qui permet de mettre d'accord tout le monde parce que là, pour ces prix-là, on est à peine au point mort ou un tout petit peu plus haut pour les producteurs américains. Soit on aura un choc de la demande et que ça va exploser, soit on va maintenir des prix à peu près acceptables pour tout le monde. Maintenant, on va parler des résultats. LVMH. LVMH. Donc, ils ont sorti leurs résultats lundi. Ils ont fait un trimestre très faiblard. Ils ont sorti quand même 20 milliards et demi de chiffre d'affaires. Pardon, ils ont sorti 20 milliards 300 000 de chiffre d'affaires en baisse de 3% en rapporté et 2% en organique. Voilà, donc ils prennent toujours très cher sur les alcools. Mode des maroquineries, je pense que c'est la Chine qui accuse ce ralentissement. Mode des joailleries, ils ont quand même fait de la croissance en prenant en compte la devise, c'est du zéro. Distribution sélective, c'est tout ce qui est Sephora, duty free, c'est du zéro. Mais il faudrait que vous sachiez que le secteur joaillerie et le secteur maroquinerie, c'est à peu près les mêmes secteurs de Hermès et ça a les mêmes marges. Donc ces deux secteurs-là, si jamais ça spin-off, croyez-moi que ça va se négocier des multiples très élevés, 40 fois les bénéfices. Parce qu'ils ont un pricing power indo. Par contre, les secteurs qui plombent toujours tout ça, c'est les vins. Les vins, c'est pas bien du tout. Donc on sort à -2, c'est pas grand-chose. Par contre, l'entreprise a pris cher, -5% en bourse. Là, c'est le détail, hein, donc j'ai reçu ça par mail, vu que je suis actionnaire. L'entreprise est en décroissance depuis 2 trimestres, mais mon avis, c'est que c'est une phase. On vient de dire que c'est un secteur cyclique. C'est un secteur cyclique qui dépend un petit peu des envies des consommateurs. Certes, il est plus résistant que le côté discrétionnaire premium, mais ça suit les cycles aussi. Parce que, contrairement à Hermès, LVMH, ils ont beaucoup de clients aspirationnels. Les clients aspirationnels, c'est les gens comme vous et moi qui veulent s'acheter du luxe, même si c'est très cher, en mode on va en acheter un par mois, bah ça, cet achat-là, bah ça compte dans leur chiffre d'affaires. Contrairement à Hermès, où c'est que les méga, méga, méga riches qui vont chez eux. Donc voilà pour LVMH, je pense que c'est passager, que au pire ils auront une année de décroissance, et puis ils repartiront avec des données comparables plus faibles. Parce qu'à chaque fois on se compare à l'année dernière. Donc si cette année on baisse, l'année prochaine ça sera plus facile pour battre les attentes. Parce que les attentes sont cette année qui a été plus faible. Donc voilà, LVMH, moi j'ai beaucoup allégé, mais pas parce que c'est une entreprise poubelle, c'est juste parce que j'avais envie de m'exposer plus sur le pétrole. Et voilà, donc pour LVMH, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur L'Oréal maintenant, qui a publié hier. L'Oréal, une publication beaucoup plus intéressante. J'ai reçu le mail également. Franchement, ça fait plaisir de recevoir ces trucs. Euh, alors, donc solide dans la tempête, une croissance de 3,5 à données comparables. 3,5, qu'on soit d'accord, c'est très faible. C'est très faible. Par contre, 3,5%, c'est ce qui te garantissent sur le long terme. Là, on est en bas de cycle. LVMH est en décroissance. L'Oréal est en croissance faible. C'est ça la différence. C'est de la consommation courante. On ne coupe pas ses dépenses. On ne coupe pas ses dépenses. Et L'Oréal se permet de l'autre côté d'augmenter les prix petit à petit sans que vous en rendiez compte. Donc, ils ont sorti 4,4% de croissance, mais si on prend la devise, 3,5%. Franchement, moi j'aime bien l'entreprise. C'est ma deuxième entreprise du portefeuille. Euh, Ils ont une bonne diversification. Le luxe est toujours en tête. Donc le L'Oréal Luxe, c'est les crèmes de luxe, tout ça. Moi j'aime bien l'entreprise. Donc après clôture, hier c'était à 360. Donc dans le tableau que je vais vous montrer
de mon portefeuille, c'est toujours avec la donnée de la clôture, 342, un truc comme ça. Mais lundi, ça devrait ouvrir en hausse. J'aime bien cette entreprise, donc une faible croissance du chiffre d'affaires. Il faut savoir que les entreprises du CAC 40, elles publient chaque trimestre le chiffre d'affaires uniquement. Les marges, le bénéfice net, tout ça, c'est semestriel. Donc, croissance faiblarde, mais croissance qu'on prend avec plaisir, sachant qu'il y a les tarifs douaniers et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ça c'est mon portefeuille. Donc, comme je vous ai dit, lundi, quand L'Oréal sera à 360 ou quelque chose comme ça représentera plus de 20%. Donc là, je serai à moins 8,5, un truc comme ça. Il faut savoir que je fais toujours mieux que le S&P 500 et le Nasdaq. Par contre, le CAC 40 me bat à plat de couture. Mais ce qui m'a plombé, c'est LVMH, hein. C'était la première pondération de mon portefeuille. Et comme j'ai allégé petit à petit en perte, euh, ça a fait baisser ma performance. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Voilà. Alors, je voudrais réagir à cette image qui fait rire. Alors, on voit un individu qui porte une poubelle et il y a de l'argent qui sort de la poubelle. En fait, ça, c'est pour parler des junk bonds. Junk bonds, c'est les obligations poubelles. Les obligations poubelles, dans le jargon financier, c'est juste les obligations d'État. En gros, les obligations risquées. Parce que les obligations d'État sont considérées comme sans risque. Donc les obligations risquées, c'est-à-dire d'État, sont le nerf de la guerre en ce moment. Surtout aux États-Unis. Avec tout ce que Trump fait, les obligations d'État baissent. Par contre, les obligations d'entreprise montent. Et pourquoi ils veulent faire éclater ce spread? Pour forcer un flight to quality. C'est-à-dire, à un certain moment, les gens ne pourront plus supporter, de voir leurs actifs obligataires s'effondrer. Ils vont commencer à sortir et à aller en obligation d'État du Trésor américain. Et c'est ce que veut Trump pour faire encore plus baisser les obligations d'État, faire baisser les taux, faire plier la Banque centrale fédérale américaine et la faire suivre en baissant les taux d'intérêt. Donc c'est technique, je suis d'accord, mais j'ai trouvé ça drôle. Et finalement, on parle de courtier. Donc déjà, il faut savoir que pour investir en bourse, on peut investir, si on est en France, en PEA, ou sinon en CTO. CTO comme compte titre ordinaire. PEA, c'est plan épargne action. Donc le plan d'épargne en action, il n'y a pas de question. Ouvrez-le chez votre banque. Ça sert à rien d'optimiser les frais. Sinon, des courtiers en ligne comme Fortuneo. Par contre, en CTO, il est plus intéressant de bien choisir parce que on peut avoir des fonctionnalités très utiles. Donc là, on a du Bourse Direct, du Saxo Bank, je connais pas, du Interactive Brokers, du DeGiro, eToro, et je connais pas. Pour moi, j'ai jamais utilisé Saxo Bank. J'ai eu un compte Interactive Broker et j'ai actuellement un compte DeGiro. Ça, c'est de la merde, concrètement. eToro, c'est nul. Interactive Brokers, c'est la meilleure, mais interface très technique. Donc j'ai opté pour DeGiro. Très très belle plateforme. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Bien sûr, j'ai masqué les chiffres. C'est privé quand même. Mais voilà à quoi ça ressemble. Donc on a une interface, les ordres, les retraits, le portefeuille, on a tout ici. Donc là, c'est les indices de référence. Vous pouvez mettre d'autres indices, suivre un petit peu l'actualité. Il y a des articles, il y a les top 10 les plus détenus, tout ça. On peut acheter, vendre. On peut même on peut vendre à découvert, on peut acheter avec de la marge, on peut acheter des options, des puts, des calls, des contrats futurs, des CFD. Franchement, c'est un courtier professionnel. Et ce que tu achètes en dollars restera en dollars. Il n'y a pas comme Trade Republic où c'est courtier de débutants où on te met tout en euros alors que ça va en lire. Donc voilà pour la dernière chose que je voulais voir avec vous. Mon courtier DeGiro, si vous êtes intéressé, si vous voulez créer un compte, et si vous êtes européen surtout ou résidez en Europe, ce sera intéressant pour vous. Je vous mettrai un lien de parrainage en description que vous pourrez utiliser. Voilà, merci beaucoup et puis bon week-end à vous.